Hier, le 7 avril, on commémorait les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Il fait partie des 3 génocides reconnus par l'ONU. Près de 800 000 personnes sont mortes en à peine 100 jours, essentiellement des Tutsis. 30 ans plus tard, je te propose qu'on se penche sur ce qui a rendu cette atrocité possible. Allez, générique. Réussir à expliquer là où les causes d'un génocide, c'est pas forcément évident. Et ça dépend de beaucoup d'éléments et de personnes. Mais je vais tenter de te résumer ça. On dit souvent que l'élément déclencheur du génocide, c'est la mort du président de l'époque, Habyarimana, tué quand son avion a été abattu le soir du 6 avril, et que les Tutsis sont accusés d'être responsables du crash. Mais pour comprendre les mécanismes de l'horreur, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps. Au Rwanda, il faut savoir qu'il y avait 3 groupes qui composaient la population. Les Hutus, qui étaient des cultivateurs, représentaient 85% de la population. Les Tutsis, qui étaient des éleveurs, représentaient 14% de la population. Et enfin les Twa, qui étaient des cueilleurs, eux représentaient 1% de la population. De base, les Hutus et les Tutsis, ils sont ensemble. Ils partageaient une culture, une langue commune, et il arrivait même qu'il y ait des mariages mixtes. Mais les administrations coloniales allemandes puis belges sont passées par là. Du coup, ces administrations coloniales, elles ont diffusé des théories racistes comme quoi les Tutsis, qui étaient minoritaires, auraient été plus aptes à gouverner que les Hutus, qui eux étaient majoritaires. Au final, ces 2 groupes ont été mis en opposition par les colons. Quelques années avant le départ des forces coloniales, les Hutus ont renversé l'élite Tutsi en tuant environ 20 000 Tutsis et en chassant 300 000 du pays. Ils ont ensuite instauré une république dirigée par les Hutus. Ils se sont retrouvés à la tête du pays, ils se sont emparés du pouvoir politique, mais aussi des terres et des emplois qui avant étaient attribués aux Tutsis. À partir de ce moment, jusqu'au génocide, les Tutsis en exil ont tenté plusieurs fois des incursions au Rwanda en tentant de renverser les dirigeants Hutus. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une tentative d'incursion, les Hutus, dirigeants comme le peuple, s'en prenaient aux Tutsis sur place pour leur faire payer, alors qu'ils étaient civils et n'avaient rien fait. Mais c'est pas tout. De là naît aussi la propagande à l'égard des Tutsis, qui a fait d'eux des étrangers et puis l'ennemi. Les propagandistes du président de l'époque, Habyarimana, utilisaient des arguments comme par exemple « les Tutsis sont des étrangers au Rwanda, ils n'ont pas le droit d'y vivre ». Malgré la révolution, les Tutsis continuent d'être privilégiés et c'est eux les responsables de la pauvreté Hutu. Les Tutsis sont rusés, ils utilisent leurs femmes pour séduire les Hutus, ils achètent entre guillemets les Hutus grâce à leur richesse. Ils ont un pouvoir militaire dont il faut se méfier, et par conséquent, les Hutus ont le droit et surtout le devoir de se défendre. Pour propager leur idéologie, les extrémistes ont utilisé les journaux, la radio. Il y avait carrément des morceaux anti-Tutsis qui passaient sur les ondes. Tu vois un peu le genre quoi. L'ennemi commun était devenu le Tutsi, comme le juif dans les années 30 en Allemagne. Les propagandistes lançaient la rumeur que les Tutsis prévoyaient eux un génocide. Ils sont passés d'ennemis à menaces. Et tout se mettait en place pour que les Hutus s'en prennent aux Tutsis et que les massacres soient perçus comme une manière de se défendre. Jouissant d'une totale impunité, la radio des 1000 collines diffuse chaque jour des listes de Tutsis. Un autre moyen de propagation était les intellectuels, qui appuyaient les théories racistes sur les Tutsis comme si ça venait légitimer encore cette propagande. Il faut savoir que tous les Hutus n'étaient pas en accord avec ça, et que certains en sont même morts en voulant cacher ou sauver des Tutsis. Le point culminant de cette propagande, c'est quand les dirigeants Hutus ont encouragé la population à se munir d'armes comme des arcs à flèches et des machettes. Les civils, comme les policiers, et comme les milices qui s'étaient créées. Et voilà comment on se retrouve à ce que des civils massacrent d'autres civils. Quand artificiellement on fait tout pour séparer les gens plutôt que de les rapprocher. Ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est que les instances internationales, et notamment l'ONU, ont été prévenues à l'avance de ce qui se passait au Rwanda et que personne n'a pris disposition. It was the international community which failed all of us. D'ailleurs, l'ONU a été très critiquée pour son inaction, parce que son rôle c'était quand même de garantir la paix. Eh bien, la Minuar, pour la population rwandaise, pour les extrémistes, la Minuar n'a rien fait. Et voilà, le but de cette vidéo n'était pas de faire un cours d'histoire, mais de parler des éléments qui ont rendu le génocide possible, des mécanismes mis en place pour l'organiser. Je t'invite à creuser le sujet, il y a beaucoup plus d'éléments disponibles que ce soit dans les articles, les documentaires, les podcasts et j'en passe. Le devoir de mémoire est important pour ce genre d'événements, surtout quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, avec notamment la Palestine ou les RDC. Ou même ici en Europe, avec certains partis politiques qui ont fait de la division entre les gens leur fonds de commerce. Comment on pourrait faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? J'attends ton avis, tes réactions dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais la peur. À la prochaine. T'as aimé la vidéo, t'as pris des trucs et t'en veux plus, ça se passe juste ici. T'es pas encore abonné, c'est très grave déjà. Et ça se passe juste là. Allez, à la prochaine.